Trois autres corps ont été repêchés dans l'un des bayous de Houston, ravivant une fois de plus les craintes en ligne concernant le tristement célèbre tueur du bayou. La police affirme qu'aucun tueur en série n'est en liberté. Pourtant, les corps s'accumulent et les réseaux sociaux s'agitent, rendant les questions plus pressantes. Nous allons analyser ce qui se passe dans les voiles navigables de Houston avec un ex-agent du FBI et de la CIA. Bienvenue dans Sidebar par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Donc nous suivons cette affaire d'ailleurs depuis, je crois, le début. Nous avons essayé de couvrir chaque développement possible. Et la raison pour laquelle nous pouvons le faire, c'est grâce au soutien incroyable que nous recevons de notre sponsor. Morgan, le plus grand cabinet d'avocats en préjudice corporel des États-Unis, compte plus de 1000 avocats et a récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients. En fait, rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions, alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan facilitant la défense de vos droits. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre téléphone ou sur forcepeople.com, même en cas de blessure. Barre latérale, LC barre oblique. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. Un tueur en série abandonne-t-il des corps à Houston? C'est la question terrifiante, la théorie qui a explosé sur les réseaux sociaux depuis un certain temps déjà. Nous en avons déjà parlé, vu ce qui vient de se passer et ce dont nous parlerons. Cette conversation continue, pourquoi? Parce que trois autres corps ont été retrouvés près des bayous, rien que la semaine dernière, ce qui porte le total de cette année à 34, les rumeurs d'un tueur des bayous. Elles deviennent plus fortes que jamais. Sur TikTok et Instagram, des utilisateurs publient et essaient de créer des liens. Ils sont persuadés qu'une présence sinistre hante les voies navigables de la ville. Et maintenant, vous avez un procureur, sans doute le meilleur procureur de Houston, qui met fin à tout ça, ou plutôt qui essaie de mettre fin à tout ça. C'est assez dur. Lors d'une interview exclusive à KPRC affilié à National Broadcasting Company, le procureur du comté de Harris, Sean Tier, a affirmé « Il n'y a rien, rien ». Et je veux être parfaitement clair. Suggérer qu'il y a quelqu'un ici qui agit en tant que tueur en série, c'est une dénégation officielle et formelle. Donc s'il ne s'agit pas d'un prédateur ou d'une série de prédateurs, il n'y a pas de tueur en série. Plusieurs personnes agissant ensemble. Qu'est-ce qui cause ce sinistre schéma de corps qui s'échoue simplement sur le rivage? Les autorités évoquent ce qu'elles décrivent comme une combinaison déchirante de l'itinérance à Houston, de crise, de problèmes de santé mentale et du danger de cet environnement. On parle de plus de 4000 km de voies navigables, mais voici un fait qui ne fait qu'alimenter la rumeur. Cela suscite beaucoup de questions. Cela peut laisser des familles sans réponse, selon les données du bureau du médecin légiste du comté de Harris, obtenues par KPRC 2. Près de 40 des quelques 200 corps qui ont été retrouvés dans les bayous de la région de Houston depuis 2017 l'ont été. À un moment donné, la cause du décès était officiellement indéterminée. Cela signifie donc qu'après les autopsies et les enquêtes, les experts médico-légaux ne peuvent apparemment pas dire de façon concluante s'il s'agissait d'un accident, d'un homicide ou d'un cas d'automutilation. Alors, s'agit-il d'une série tragique d'incidents sans lien entre eux, ou bien la vérité se cache-t-elle dans cette grande pile de cas indéterminés? Nous analysons les données du drame et la réaction officielle face à la panique, tentant à nouveau d'y donner un sens. Si vous ne connaissez pas Houston, d'ailleurs, c'est une immense ville traversée par ses cours d'eau lents et souvent troubles. Appelés bayous, ils font partie du paysage depuis des années. Des corps y ont été découverts, mais l'opinion publique a récemment évolué. Le véritable déclencheur de la peur actuelle et de toutes les rumeurs en ligne semble avoir eu lieu en septembre de l'année dernière. Parce qu'en seulement une semaine, donc du 15 au 20 septembre 2025, 5 corps ont été repêchés dans différents bayous autour de la ville, et un sixième a été retrouvé le 26 septembre. On évoque Buffalo Bayou, Brace Bayou, Greens Bayou, des personnes et lieux différents en quelques jours. Les histoires étaient assez tragiques. Un étudiant universitaire, vu pour la dernière fois quittant un bar, craignait l'eau selon les rapports. Une autre scène apparemment sautant dans le rythme effréné de ses découvertes, l'une après l'autre, c'était glaçant. Pour beaucoup, regarder les infos ou défiler en ligne ne semblait pas être une coïncidence. Tout a commencé le matin du 15 septembre à Brace Bayou avec Jade McKissick, 20 ans étudiante, à l'université de Houston, disparue après avoir quitté un bar.
Nous nous basons maintenant sur les informations du Houston Chronicle concernant leurs âges. Mais les enquêteurs ont déclaré qu'à première vue, il n'y avait aucun signe évident de jeu déloyal. Puis quoi? Quelques heures plus tard, ce même jour, un autre corps a été retrouvé à Greens Bayou, identifié comme Rodney Chapman, 43 ans. Le 16 septembre, une troisième personne, Seth Hansen, 24 ans, a été retrouvée à White Oak Bayou. Le 16 septembre, une troisième personne, Seth Hansen, 24 ans, a été retrouvée à White Oak Bayou. 2 jours plus tard, le 18 septembre, un quatrième corps fut découvert à Buffalo Bayou. Il s'agissait d'Arnuto Alvarado, âgé de 63 ans, et bien que la cause de son décès ait ensuite été déterminée comme étant une toxicité à la méthamphétamine et une noyade, la manière du décès a été jugée accidentelle. Au 20 septembre, un cinquième corps, celui de Michael Rice, 67 ans, a été retrouvé dans Buffalo Bayou. Le 26 septembre, comme dit, un sixième corps a été retrouvé dans Buffalo Bayou, au centre-ville. La victime était initialement une inconnue, décrite comme une jeune femme avec un tatouage distinctif 804-28 sur le poignet qui a ensuite été identifié comme Michaela Miller. Donc vous avez 5 corps en 5 jours, puis un sixième. Quelques jours plus tard seulement, c'était ce regroupement terrifiant et rapide, n'est-ce pas? Des personnes différentes, des cours d'eau différents, tout cela dans un laps de temps brutalement court. C'est ce qui a brisé le schéma selon lequel ces événements étaient considérés comme des tragédies isolées. C'est ce qui a fait craquer les nerfs de la ville. C'est ce qui a propulsé la théorie du tueur du Bayou sur le devant de la scène. En réponse directe, vous aviez le maire de Houston, John Whitmire, et le chef de la police, No Diaz, qui ont tenu une conférence de presse. Ils étaient informels, le maire a visionné les caméras et l'a affirmé. Permettez-moi de le répéter, il n'y a aucune preuve qu'un tueur en série rôde dans les rues de Houston. S'il y en avait un, vous l'apprendriez d'abord de moi. Officiellement, on a toujours évoqué les problèmes sociaux majeurs. La forte population de sans-abri à Houston, la santé mentale, la toxicomanie et la dangerosité des bayous. Dans ce contexte tendu, la situation a évolué depuis des mois. Vous redoutez le public face à un schéma, malgré l'affirmation officielle qu'il s'agit de tragédies isolées, bien que fréquentes et inquiétantes. Ce statu quo restait inconfortable. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque 3 autres corps ont été découverts. Donc cela relance cette conversation, ce débat une fois de plus, et c'est pourquoi vous voyez une nouvelle réaction des autorités. Pour nous aider à comprendre tout cela, je voudrais inviter un invité spécial. Nous avons un ancien agent spécial du FBI, un officier des opérations spéciales de la CIA, contributeur juridique pour News Nation, auteur de L'espionne inattendue. Quel curriculum vitae impressionnant. Tracy Walder, merci beaucoup d'être avec nous. J'apprécie toujours. Vous et moi en avons déjà parlé. Je crois que c'est depuis septembre, quand on a commencé à voir tous ces corps s'accumuler, et avant même de parler des nouveaux corps qui ont été découverts. Je dois juste commencer par ça. D'accord, la position officielle par rapport à la perception du public, n'est-ce pas? La police et le maire ont répété plusieurs fois qu'il n'y a aucune preuve d'un tueur en série, que ce sont des incidents tragiques, mais isolés, qui sont causés par une variété de problèmes sociaux. Maintenant, de votre point de vue d'enquêteur, de votre perspective, quand vous entendez l'expression «il n'y a aucune preuve», qu'est-ce que cela signifie réellement? Dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce que les enquêteurs devraient constater pour commencer à envisager l'hypothèse d'un prédateur en série? Je pense que l'une des choses les plus importantes qu'il devrait constater, Jesse, c'est le même mode de décès, la même façon dont une personne a été tuée. En général, les tueurs en série ont tendance à assassiner leurs victimes de la même manière, ou déposer des cartes de visite ou prendre des objets. Je pense que ce serait probablement l'élément le plus important que les forces de l'ordre devraient observer, parce que les gens vont regarder ça et dire: Oh, eh bien. Alors, comment caractérisez-vous Gilgo, n'est-ce pas? Le tueur présumé là-bas? C'était un meurtre qui a été catégorisé et identifié par la zone où les corps ont été retrouvés. Et je pense que ce qui s'est passé avec Gilgo Beach, c'est qu'ils ont finalement pu relier, de toute évidence, l'acide désoxyribonucléique de Huberman à ces personnes. Et donc, s'ils peuvent trouver cela, mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que cela va arriver dans une situation comme celle-ci. Dans le cas de Gilgo Beach, les femmes n'étaient pas submergées. Je pense que dans un cas où il y a de l'eau, des personnes retrouvées dans des plans d'eau, beaucoup de preuves médico-légales, disparaissent à cause de cela et sont contaminées. Je crois que pour eux, avec plusieurs corps dans l'eau, c'est surtout la façon dont elles ont été tuées qui comptera, moins l'acide désoxyribonucléique pouvant les relier. J'ai mentionné au début qu'au départ, beaucoup de ces décès étaient indéterminés.
mais ce n'est pas le cas pour tous. Il y a tout de même eu quelques explications, mais est-ce que cela vous surprend de voir un certain nombre de décès, peut-être de cette manière, qui restent indéterminés? Vous avez évoqué l'eau et ses caractéristiques. Cela vous a-t-il surpris en lisant à ce sujet? En examinant ces groupes, de nombreux décès étaient ou sont restés longtemps indéterminés. Selon mes calculs, sur les données disponibles, 19 sont indéterminés, un en attente. Donc, sur 33 au total, cela reste notable, surtout chez les indéterminés. Je pense qu'il y a plusieurs points à ce sujet. Ce qui inquiète les gens et réduit leur confiance envers la mer, les forces de l'ordre ou les responsables, c'est avant tout le volume. Le nombre de personnes qui ont été retrouvées dans les bayous depuis 2019 a triplé. Et je pense que c'est ce qui inquiète beaucoup de gens maintenant. Pour les cas indéterminés, je pense que cela dépend et je préfère ne pas préciser quand ni à quelle période de l'année ces personnes sont entrées dans le bayou. Tous ces éléments vont avoir de l'importance. Et honnêtement, l'état de leur reste peut rendre vraiment, vraiment difficile de déterminer comment ils ont été tués. Surtout si ce n'était ni un passage à tabac, ni un coup de feu, car ces actes laissent des traces sur les os. En cas de surdose, la situation a pu empirer et ils pourraient ne pas pouvoir l'établir. Et quand tu regardes ce groupe du mois de septembre, n'est-ce pas? Tu as des personnes de différents âges, genres, issues de cercles sociaux différents. Elles sont retrouvées dans différents cours d'eau à travers cette ville tentaculaire. À première vue, cela ne ressemble pas à la signature typique d'un tueur en série. Mais est-ce possible? Est-ce possible, Tracy, que tu aies un auteur qui crée cette variation délibérée pour tromper intentionnellement les enquêteurs? À mon avis, absolument. Je veux dire, Buffalo Bayou s'étend sur environ 800 kilomètres en général, n'est-ce pas? Genre, pas seulement dans Houston même. Buffalo Bayou et Brazos Bayou sont, selon moi, ceux où la majorité ont été retrouvés. Il y en a d'autres, mais Brazos Bayou fait environ 50 kilomètres, non? Alors, quand on observe cela, c'est vraiment une vaste étendue, non? Donc, déposer un corps à un autre endroit serait évidemment très facile, mais il y a aussi les courants qui déplacent les corps. Donc oui, je pense que tout est possible. Il ne faut jamais exclure une possibilité, mais cela peut s'expliquer par l'immensité, ce qui expliquerait leur abondance. C'est toutefois difficile à affirmer. Contrairement à Austin et au lac Lady Bird, qui ne mesurent que 10 miles. Je veux aborder ce nouveau développement qui a ravivé cette conversation. D'accord, car la semaine dernière, en début d'année, 3 autres corps ont été découverts dans les bayous de Houston en quelques jours, le 22 décembre. Un corps a été retrouvé dans le Buffalo Bayou, centre-ville de Houston, et un autre dans le Brazos Bayou, quartier Pine Valley, la veille de Noël. Un troisième corps a été retrouvé dans le Buffalo Bayou, près de Rice Military. Les résultats de l'autopsie sont toujours attendus. Ce n'est pas forcément surprenant, vu la récence des faits, mais si mes calculs sont corrects, cela porte le nombre total de corps retrouvés dans les bayous de la région de Houston en 2025 seulement à 34. Donc, on atteint presque le total de l'année dernière, n'est-ce pas? Et même celui de l'année précédente. Maintenant, Tracy, c'est un schéma, non? Ça empêche les gens de dormir. Vous parlez d'une augmentation soudaine et groupée des découvertes. On ne sait pas exactement quand un corps a été déposé à cet endroit, ou si on a affaire à un problème particulier, ou quelqu'un s'est fait du mal quand ils se sont fait du mal dans cette zone. Mais 3 nouveaux corps en seulement quelques jours. En tant qu'enquêteur, qu'est-ce que cela vous indique? Je pense que vous savez, ce que ça me dit, c'est que vous savez, je ne veux pas dire qu'il y a une raison complète de s'inquiéter. Mais en même temps, comme je l'ai mentionné précédemment, quand le nombre de corps augmente 3 fois plus qu'en 2019, à votre place, je serais inquiète en tant que résidente, car je me ferais du souci. Ces lieux sont-ils bien surveillés actuellement? Je comprends. Il y a des centaines et des centaines de bandes de terre sur des kilomètres, je comprends ça. Mais est-ce que ces endroits sont bien surveillés? Il y a peut-être quelqu'un de mal intentionné dans les environs, ce qui soulève des questions sur la sécurité publique, pas seulement sur la présence d'un tueur en série. Donc, je peux comprendre d'un point de vue de la sécurité publique que les gens soient inquiets, surtout quand on retrouve 3 corps, pratiquement 3 jours de suite, n'est-ce pas? Qu'on les retire de là. Et honnêtement, quand on regarde qui sont ces personnes, je comprends que leurs âges varient, mais en réalité, seulement 3 d'entre elles sont des femmes, les autres sont des hommes. Donc je pense que les gens voient des schémas et cela les inquiète. Et pour être clair, si quelqu'un ne connaît pas la géographie là-bas, si vous écoutez ceci et que vous vous dites
Eh bien, si les forces de l'ordre et le maire doivent s'occuper de cela. Et il y a un tel déferlement d'intérêt sur les réseaux sociaux et de spéculation. Pourquoi ne pas simplement consacrer des ressources à surveiller les bayous? Pour s'assurer que personne ne s'en approche? Ou pour garder un œil attentif sur ce qui s'y passe? Ou pour installer une multitude de caméras de surveillance? Ce n'est pas si simple. Même si c'était permis, non? Exactement, tu as raison, je suis texane et j'habite ici. Les bayous sont très très différents. Oui, ils les patrouillent à cheval. Ils ont des équipes et des unités dédiées à cela. Ils les patrouillent à cheval. Ils les patrouillent à vélo. Ce ne sont pas des zones que l'on peut patrouiller en voiture, ce genre de choses. Bien sûr, ils peuvent utiliser des drones s'ils veulent être un peu plus efficaces en ce qui concerne la superficie qu'ils couvrent. Mais c'est encore différent de ce que l'on voit peut-être à Chicago, autour des lacs, ou à Austin, n'est-ce pas, où il s'agit d'un plan d'eau fermé. Il est bien plus simple d'installer des caméras de sécurité ailleurs. Ici, la surveillance est très difficile et demande énormément de main-d'œuvre. Je souhaite maintenant évoquer cette réaction. En réponse à ces trois découvertes, le procureur du comté de Harris, Chantier, a donné cette semaine une interview exclusive à KPRC chaîne, affiliée à National Broadcasting Company. Son message a fermement repris ce que nous avions entendu en septembre. Je veux être clair sur ses propos. Il a dit, je cite, il n'y a rien. Je veux être parfaitement clair. Pour indiquer qu'il y aurait quelqu'un qui agit ici comme un tueur en série, il y a de nombreuses raisons à ces décès, aucune d'entre elles n'est liée à un tueur en série. Il a directement attribué ces tragédies au problème massif des sans-abri à Houston, ainsi qu'au problème généralisé de santé mentale et de toxicomanie. Il a donné une explication physique précise, en notant, je cite, c'est un fait assez peu connu, mais quand on entre dans les bayous, il est très difficile d'en sortir. Quand on combine cela avec quelqu'un qui est sous l'emprise d'une substance, quelqu'un qui est intoxiqué d'une manière ou d'une autre, cela rend la situation encore plus difficile. Et il a reconnu que oui, il y a des moments où nous retrouvons des corps qui ont été placés dans le bayou de façon criminelle, sans aucun doute, mais ce n'est plus quelque chose qui arrive régulièrement aujourd'hui. Tracy, qu'est-ce que tu penses de cette explication et comment sait-il cela? Je pense que pour répondre à la dernière partie d'abord, Jessie, je pense que c'est ça le problème et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de spéculations qui circulent sur les réseaux sociaux et aussi parmi les habitants de Houston et les Texans. Parce que je pense que le problème, c'est quand vous en avez 19 ou 20 qui sont attribués à une cause indéterminée. En plus, 3 ou 4 sont considérés comme des homicides. Vous ne savez vraiment ce qui est arrivé qu'à peut-être 7 de ces personnes, n'est-ce pas? D'après les autopsies et ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est exagéré de sa part de faire une déclaration générale en disant que nous savons comment tous ces individus sont morts, tout ça. Quand leur cause de décès est indéterminée, que les 2 tiers d'entre eux sont indéterminés, c'est un peu irresponsable de faire ça. Encore une fois, ils ne constatent pas les mêmes schémas dans la façon dont ces personnes sont mortes. Je pense que certains cas sont liés à l'important problème des sans-abri, à la santé mentale et à la toxicomanie. Mais pour ceux dont la cause reste inconnue, on ne sait pas pourquoi, faute de résultats toxicologiques ou similaires. Je pense que s'il avait nuancé ses propos ainsi, ça serait mieux passé. D'accord, je dois être clair sur quelque chose. D'accord, je vais être très clair. Tout cela pourrait être très vrai, ce qu'il vient de dire à 100% pourrait être très vrai. Mais, et je ne dis pas qu'il ment, je ne dis pas qu'il déforme la vérité, mais je dois poser cette question. Est-il possible que, au cours d'une enquête, les forces de l'ordre, ou vous savez, le procureur ou les autorités ne soient pas si transparents sur ce qu'ils savent? Que se passe-t-il vraiment? Et parce qu'il y a la crainte d'inciter le public, il y a la peur de ce que cette information pourrait provoquer. Peut-être que cela pourrait compromettre une enquête. Ils ne veulent alerter personne sur le fait qu'ils ont peut-être quelqu'un en tête. Est-ce que cela a été possible dans votre carrière? Avez-vous déjà vu cela auparavant où une déclaration, une conclusion est annoncée au public? Et pourtant, ce qui se passe en coulisses est complètement à l'opposé. Je l'ai déjà vu, évidemment, car si on va arrêter quelqu'un, on l'a vu récemment lors de la fusillade à l'université Brown, non? Ils savaient? Ils ont découvert qui était le suspect et ensuite ils n'ont rien révélé avant qu'il soit évidemment déjà décédé. Donc écoutez, c'est absolument quelque chose qui arrive. Mais je pense que dans un cas comme celui-ci, où il y a un plus grand nombre de personnes sur ces vastes étendues de terre,
Ce serait probablement très irresponsable pour la sécurité publique et dans un souci de sécurité publique de ne pas révéler toutes les informations dont vous disposez, n'est-ce pas? La maire et la chef de la police sont responsables de protéger les habitants de Houston et du comté de Harris. C'est leur mission principale. Et donc, s'il y a un problème de sécurité publique, s'il y a un tueur en série en liberté, ou si elles ont le moindre soupçon, c'est quelque chose qu'elles doivent dire et pour lequel elles doivent permettre aux résidents de se préparer. Le public peut aussi aider dans ce genre de situation, non? Sans. Eh bien, je veux dire, le public a aidé, à mon avis, dans tellement d'affaires criminelles récemment. Et je pense qu'ils sont un outil très important et efficace pour attraper les auteurs. Je pense qu'ils sont très utiles pour résoudre des crimes. Vous savez, un autre point clé pour vraiment comprendre cela, c'est qu'on doit se poser cette question fondamentale, n'est-ce pas? Pourquoi Houston continue-t-elle de retrouver des corps dans ces bayous à un rythme aussi alarmant? Eh bien, il y a eu cette grande enquête menée par le Houston Chronicle qui a récemment analysé près d'une décennie de données. Cela donne un tableau saisissant et complexe, bien au-delà de toute théorie. D'abord, il faut évoquer l'ampleur du phénomène. Houston repose sur un réseau de plus de 4000 km de voies navigables omniprésentes et souvent sans barrière. Comme l'a souligné le procureur, il est très difficile d'en sortir une fois qu'on y entre. Mais les données du Chronicle révèlent des tendances très importantes. Ici, les victimes sont en grande majorité des hommes adultes. Il s'agit de manière disproportionnée d'hommes noirs de plus de 35 ans. Les décès se concentrent surtout dans quelques codes postaux du centre-ville de Houston et du Second Ward. Là où il est important de le noter, les résidents noirs ne constituent pas la majorité de la population. Cela met donc en évidence une tragédie qui touche profondément les personnes les plus vulnérables. Et c'est un enjeu important aujourd'hui, je vais dire ceci. Lorsque les causes sont identifiables, les données révèlent une diversité. La noyade est la plus fréquente, mais on recense aussi des cas d'automutilation, d'homicide, d'overdose, de problèmes cardiaques et d'accidents routiers ayant mené à des corps retrouvés dans l'eau. Et cela nous amène au facteur que les responsables soulignent le plus, une profonde vulnérabilité sociale. Les données montrent que ces décès sont étroitement liés à la crise des sans-abri, aux troubles mentaux et à la toxicomanie en ville. Vous avez des victimes qui se trouvent peut-être en périphérie, donc vous avez ces bayous, ces berges qui font partie de leur environnement. Vous avez une combinaison potentiellement d'intoxication, de désespoir, peut-être d'un simple faux pas. Un accident peut rendre quelque chose fatal. Tracy, lorsque vous regardez ces données et que vous essayez de les comprendre, d'en tirer un sens et d'y réfléchir, nous parlons de ces groupes d'individus. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Je pense simplement que c'est incroyablement triste. Et je pense qu'une partie de ce qui pourrait contribuer au fait de ne pas connaître la cause du décès ou que ces personnes n'aient même pas été signalées disparues au départ. Et le fait que les membres de la famille ne se manifestent pas, c'est que beaucoup d'entre eux, comme vous l'avez souligné, sont sans abri, sont itinérants. Et je pense vraiment que cela reflète une image plus large parce qu'à Houston, je veux dire, les bayous sont vraiment partout. Et je pense vraiment que ce qui se passe, c'est que les membres de ces populations ne peuvent pas obtenir l'aide dont ils ont besoin. Et en conséquence, à cause de l'intoxication ou d'autres choses de ce genre, ils tombent dans ces bayous et ne peuvent pas en sortir. Et je pense que cela reflète un problème social plus vaste. Je sais que vous devez partir, mais je dois vous poser cette dernière question à ce sujet. Il y a donc un élément de contexte crucial que nous ne pouvons pas ignorer, c'est l'augmentation pure et simple de ces décès au fil du temps. Ce n'est pas une simple panique. Les chiffres révèlent une tendance inquiétante à la hausse. Selon les rapports de Houston Public Media, qui examinent les données de l'Institut des sciences médico-légales du comté de Harris, plus de 200 corps ont été repêchés dans les bayous locaux depuis 2017. Voici l'essentiel. Les 2 dernières années affichent un record historique. En 2024, 35 corps ont été retrouvés. Avec les découvertes récentes, 2025 en compte déjà près de 34, frôlant le triste record de l'an passé. Pour comparaison, en 2017, on a compté 20 décès de ce type. Ce chiffre a varié les années suivantes, puis a nettement augmenté dès 2020. La tendance est évidente. Les décès liés au bayou ont fortement augmenté au cours de la dernière décennie, ou du moins les décès en lien avec le bayou d'une manière ou d'une autre ces dernières années. Nous atteignons des niveaux records, et ce n'est pas seulement un pic d'attention sur les réseaux sociaux, c'est apparemment un pic dans les données réelles.
Cette augmentation constante des tragédies, c'est évidemment le carburant qui transforme chaque nouvelle découverte en un sujet d'attention à l'échelle de toute la ville. Une réaction des théories, Tracy, avant de vous laisser partir, pourquoi voyons-nous quelque chose comme ça? Je pense que c'est mon plus gros problème, n'est-ce pas? Et je pense encore une fois que c'est pour ça que le public a peur. Ce volume énorme, je pense qu'en partie c'est parce que les patrouilles ont peut-être été renforcées et donc plus de personnes sont retrouvées. Je pense que cela dépend aussi des précipitations cette année-là et du nombre de personnes qu'ils trouvent. C'est un facteur contributif évident. Mais j'aimerais aussi savoir comment les taux de sans-abrisme ont augmenté à Houston. En fait, je ne connais pas la réponse à ça, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être examiné. Et donc, je pense aussi que dans l'ombre de la pandémie, beaucoup de personnes se sont retrouvées marginalisées également. Et donc, je pense que c'est en quelque sorte la tempête parfaite qui explique pourquoi on voit essentiellement ce triplement du nombre de personnes. TRACVWALDER. Merci beaucoup, je vous en suis reconnaissant. Merci, Jessie. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme habituelle. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.